Mobile Money, M-Pesa, Solola Namur, Orange Money, Zouakash, Airtel Money, point de paiement, carte de crédit, banque mobile. Autant de termes qui ont envahi notre quotidien en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Dans le jargon, toutes ces nouveautés peuvent être catégorisées dans une famille dont le nom, élégant et pompeux, il faut l'avouer, retentit partout. Mais sans que l'on ne prenne souvent le recul nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit exactement, ni le temps pour l'expliquer au commun des mortels, souvent perdus dans tout ça, souvent perdus dans ce jargon. Cette famille, ce terme, ces technologies, c'est la fintech ou les fintech. Mais c'est quoi déjà exactement? Où en sommes-nous d'ailleurs? Qu'est-ce que les fintech apportent à la banque traditionnelle en termes de valeur ajoutée? Est-ce que ces fintech ne représentent pas une menace pour les banques dites traditionnelles? Quel est l'avenir du système bancaire avec ces fintech qui sont, on le voit ici et là-bas, et qui connaissent une montée fulgurante? Salut les amis, je suis docteur Jean-Paul Mouka. Bienvenue dans mon espace de liberté d'expression, mon espace de réflexion que j'appelle Excel Africa BizTech. C'est un espace où vous et moi, nous essayons tous ensemble de prendre la hauteur sur l'actualité, sur des enjeux de développement en Afrique et en RDC et essayer d'y apporter une lumière, un angle nouveau. C'est une émission qui a aussi on va dire, une vocation pédagogique, mais pas que. Donc aujourd'hui, j'essaye, comme chaque semaine, comme très souvent avec vous, de réfléchir toujours à la croisée des chemins entre le commerce international et la transformation numérique. Nous sommes donc là aujourd'hui pour notre 26e numéro et je vous souhaite la bienvenue. Merci encore une fois pour vos abonnements, vos critiques. Merci pour ceux qui ne cessent de contribuer, de réagir à cette vision, à ce mouvement qui est en train de commencer. C'est à vous que je dois tout ça. Et donc aujourd'hui, les amis, on va se pencher un peu sur le thème que je venais d'introduire, FinTech. Mais avant, je vous rappelle, abonnez-vous, envoyez-moi vos likes, partagez avec vos amis, taguez vos amis, retrouvez-moi sur toutes ces plateformes, LinkedIn, Facebook, Twitter, WhatsApp. Je suis à votre écoute, les amis. Je compte sur vous, je compte sur vos abonnements, sur vos partages, sur vos réactions, sur vos commentaires constructifs, pardon, et même sur vos critiques, tout simplement. C'est ainsi que nous allons bonifier cette modeste œuvre. Mais commençons déjà par définir ce dont il est question aujourd'hui, les amis. FinTech, ce très beau mot, cette terminologie pompeuse, ne signifie à la base qu'une contraction entre deux termes, financial technology. C'est en fait une contraction entre la finance d'un côté et un adossement de services financiers assez poussé sur les technologies, les nouvelles technologies de l'information. C'est tout simplement ça que cela veut dire. Mais avant d'aller plus loin, permettez qu'on essaie un peu de retracer l'évolution de ce phénomène que nous essayons de décrypter aujourd'hui. Vous savez, on peut remonter très loin aux origines dès 1858 du télégraphe lorsque la société Transatlantic Cable a connecté l'Amérique de l'Europe. Vous avez peut-être lu ou entendu l'anecdote, à savoir que la Queen Victoria et le président américain, la reine Victoria donc de Grande-Bretagne et le président américain de l'époque, James Buchanan, ont même échangé une plaisanterie sur cette technologie. Et donc, c'est le télégraphe. On est au milieu du 19e siècle, donc bref, jusque plus ou moins au milieu du 20e siècle. Mais un peu plus près de nous, 1918, la réserve américaine, la Federal Reserve, la Banque centrale américaine développe FedWire qui en fait était un service c'était la première fois qu'on avait à cette ampleur des transferts de fonds électroniques entre différentes membres affiliés à la Banque centrale, donc à la Federal Reserve des États-Unis. 1950,
Vous avez peut-être vu ça quelque part. C'était la première fois qu'on avait une carte de crédit digne de ce nom, c'est-à-dire une carte de crédit universelle acceptée dans plusieurs établissements. C'était la Diners Club Card. Donc, on est aux États-Unis là. Ensuite, un peu plus près de nous encore, 1967. Et là, c'était un jalon assez important. On rentre dans une nouvelle phase. On n'est plus dans l'histoire très ancienne, pardon, mais c'est un peu la phase qui nous ouvre la voie de ce qu'aujourd'hui nous appelons les finances modernes, finances combinées aux technologies ou encore fintech. On est en gros entre la fin des années 60 et les années 2000. En 67, jalon important, la Barclays Bank installe le premier distributeur automatique de billets qu'on appelle aussi en anglais ATM, Automated Teller Machine. 71, la bourse Nasdaq lance ses opérations et c'était la première fois qu'on avait des opérations boursières, des opérations financières, boursières, digitales, dignes de ce nom. Donc, c'était une révolution à l'époque. On avance. 1990, un autre jalon très important parce que c'est vraiment là que l'on va rentrer dans l'ère, on va dire, moderne de la finance, parce qu'il y a eu un tout petit développement qui ne vous aura pas échappé, les amis, c'est tout simplement l'apparition d'Internet. On est au début des années 90. C'est alors que les possibilités infinies s'ouvriront. Donc là, on va rentrer vraiment dans des plateformes digitales de services financiers. D'accord? Et ça, c'est un jalon très important. C'est durant cette décennie des années 90 que l'on verra, par exemple, l'éclosion d'un des tout premiers géants de la tech tout court, mais en tout cas des tout premiers géants de la finance ou de la fintech, si vous voulez, PayPal. PayPal, ils amènent ce qui était déjà une révolution à des hauteurs stratosphériques. Là, on parle de 1 milliard en moyenne, donc en 3 ans, ils feront 1 milliard de dollars ou de transactions par an. C'était inédit, c'était du jamais vu. Là, on entre vraiment dans la fintech moderne, si vous voulez. Mais ça, c'était, les amis, jusqu'en 2008. Rappelez-vous, on entre dans la décennie 90, tout se passe bien, les géants commencent à apparaître, et puis, patatras, en 88, en 2008, énorme choc financier. Vous vous souviendrez peut-être la crise des subprimes. En gros, on n'a pas le temps de revenir sur les détails, mais en gros, c'était voilà, les prêts hypothécaires, le marché de l'immobilier aux États-Unis s'est effondré et a emporté avec lui une grande partie des systèmes financiers mondiaux. Mais alors, une catastrophe. On est en 2008. Comme vous pouvez le voir, ça a fait le tour du monde. Chacun de nous a vécu ça à sa manière. Ça a fait le tour du monde. Dans tous les journaux, partout, on a tous senti. Mais c'était alors la catastrophe, surtout dans les pays occidentaux. Et pendant ce temps, les bourses se sont effondrées, les pays sont rentrés en récession, les pertes se chiffrent en dizaines de milliards, sinon en centaines de milliards de dollars. Ce fut vraiment une catastrophe. Vous connaissez toutes les banques qui ont été citées, vous connaissez tous les scandales qui ont été cités, mais il y a plus que ça. Des familles entières ont été dévastées, des familles qui ne pouvaient plus repayer leurs prêts hypothécaires, des maisons qui ont été confisquées par la banque, repossessed comme on dit en anglais. Donc, ce fut vraiment un phénomène non seulement financier, mais social de très grande ampleur, les amis. Mais pendant tout ce temps, il y a une conséquence qui a été assez peu commentée, et ce fut le fait que beaucoup de cerveaux financiers qui travaillaient dans la plupart de ces grandes banques qui ont fait faillite du jour au lendemain. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, ils avaient le savoir-faire bancaire. Eh bien, ils se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage. Maison arrachée par la banque. Donc, bref, c'était une catastrophe. Et pour beaucoup d'entre eux qui ont survécu, une fois le choc social, le choc socio-économique digéré, ben, il faut bien repartir au travail. Mais il n'y a plus d'emploi, il y a plus, voilà, plus personne n'embauche. C'était un peu, voilà, les marchés se tarissent. Et c'est en ce moment-là que commencent à se former beaucoup d'entrepreneurs du digital
notamment aux États-Unis et dans les pays de l'Europe, enfin en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Et voilà, les startups financières ont commencé à cette époque-là. Et c'est ça qui nous ramène dans ce que nous pouvons appeler l'ère moderne proprement dite de la fintech, dont certains symptômes, certaines réussites, certains résultats, évidemment, en Bitcoin, mais on en parlera un peu plus tard et je pense qu'on aura tout un autre numéro pour parler des crypto-monnaies. Mais c'est vers la fin des années, Bitcoin né en 2008 et c'est vers la fin de la décennie 2000, donc au passage de la décennie 2010, que l'on entre vraiment dans l'ère moderne des services financiers, de ce qu'on appelle aujourd'hui encore en 2022, FinTech, les paiements avec votre téléphone, Google Wallet, Apple Pay, les cartes de crédit de chaque banque et on rentre vraiment dans la modernité des transactions bancaires, portefeuille numérique, portefeuille mobile, etc., etc. Et c'est à cette période-là, donc on est dans les années 2000, 2000, voire début 2010, 2011, 2012 par là, que l'Afrique s'empare véritablement du sujet, notamment à travers l'éclosion du mobile. On peut voir ici euh, le mobile a vraiment démocratisé la fintech en Afrique, comme on peut le voir notamment dans ce que nous appelons de manière, moi je vous ai toujours dit ici que je considère de manière très abusive le marché informel, parce que c'est pas des informels du tout, c'est des personnes qui sont taxées, qui sont connues par l'État. Mais alors, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, le marché, le négoce de tous les jours, la pénétration du cellulaire en Afrique a rendu possible la fintech à grande échelle. Ainsi, tu peux payer pour tes tomates au coin de la rue avec ton téléphone de portefeuille mobile à portefeuille mobile, comme on peut le voir. Mais à cette époque aussi, on a vu une grosse éclosion de la jeunesse africaine, une jeunesse souvent décomplexée, d'ailleurs pour la plupart revenus de l'Occident, donc dans la diaspora, mais certains aussi qui ont fait leur classe ici en Afrique, qui se sont formés en Afrique. Mais une chose était certaine, c'est des jeunes qui n'ont pas connu les, l'époque et les rigidités légendaires du système bancaire traditionnel. C'est des gens qui sont nés à l'ère ou qui ont grandi, qui ont en tout cas atteint la majorité à l'ère du cellulaire, à l'ère du digital, à l'ère du Wi-Fi, etc. Et donc, on a commencé à avoir une explosion de start-up, comme ce qu'on a commencé à voir aux États-Unis vers les 2008 par la force des choses dans la crise. Et là, en Afrique, au début des années 2010, 12, 15, on a commencé à en voir beaucoup éclore comme ça. Ainsi, les services aussi vont se multiplier avec ce vent. On parlera par exemple de M-Pesa Solo en Namur en RDC, Orange Zouakash et plusieurs autres collaborations entre divers services financiers, diverses institutions financières et les opérateurs télécommunications. Voyez-vous, donc à travers ton portefeuille mobile, tu peux retirer du cash dans un distributeur de billets. Donc, on a commencé à voir les usages comme ça foisonner de collaboration technologique, collaboration business entre, en gros, les banques et les opérateurs de télécom. En RDC, on parlera de Vodacom, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, MTN par RDC, mais on parlera comme ça de ces systèmes et partout ailleurs en Afrique comme ça, il y en aura à foison. Donc, on verra que ça va vraiment se populariser, se démocratiser un peu partout, y compris là où la technologie n'avait jamais mis les pieds dans des zones assez reculées. Mais attention les amis, 2020, on est au mois de mars, personne d'entre nous n'a oublié ce qui nous est tombé sur la tête, un peu partout au monde, début 2020, les craintes se réalisent, la Covid frappe, on est tous condamnés à se confiner chez nous, on est tous condamnés à se carapater pour ne pas mourir de ce virus que très peu de gens comprenaient à l'époque. Mais une chose est sûre, à partir de 2020, la Covid-19, dans la plupart des pays, nous a poussés ou obligés à voilà, limiter les contacts, les gouvernements s'y sont mis, donc confinement, distanciation physique, distanciation sociale, vous connaissez la chanson, et donc tout ceci nous a obligés
à obliger les prestataires, les fournisseurs de tous ces services à développer des systèmes sans contact, touchless system, pour limiter le contact humain. Et avec tout ça, c'est est né ou voilà, est apparue une, mais alors, diversification d'usages. En commençant par enfin, voilà, les exemples sont à foison. Financement participatif, vous savez, la tontine, les Likelemba, le crowdfunding en gros, les paiements, les dépôts en banque, les investissements, gestion de fonds, assurance, mais on prend, il y a une infinité d'usages comme ça qui s'est développé sur le continent africain, à l'image du reste du monde d'ailleurs. Mais les fintech, elles soulèvent aussi une question, mais qu'est-ce qu'elles apportent réellement à la banque? Quelle est leur valeur ajoutée? Eh bien, moi je dirais la première ou la plus grande des opportunités qu'elle ouvre, c'est la possibilité de bancariser tous ces millions d'Africains qui auparavant n'étaient jamais accessibles par les grandes banques. Et même les petites d'ailleurs, à part peut-être quelques coopératives, quelques fonds, on va dire locaux, mais ce n'était pas vraiment les systèmes bancaires et ce n'était certainement pas informatisé. Avec l'avènement des fintech, on connaît aujourd'hui une pénétration jusque dans des populations qui sont vraiment reculées. Il faut se mettre à l'esprit que ça n'est pas d'hier que les banques et même les opérateurs téléphoniques essaient de lorgner, essaient de draguer toutes ces populations qui sont un peu rurales ou dans des périphéries des grandes villes, voire même dans des grandes villes. Les taux de bancarisation étaient toujours mais scandaleusement bas en Afrique parce que ces opérateurs n'avaient jamais, en des décennies d'opérations sur l'Afrique, trouvé la bonne parade, ni pour changer les mentalités, c'est-à-dire convaincre les gens à épargner en banque plutôt que sous leur matelas, ni pour trouver le business model rentable pour y arriver. Parce que pour eux, eux non plus, ce n'est pas des enfants de cœur. Il ne s'agit pas de bancariser pour bancariser. Encore eût-il fallu que l'infrastructure soit là pour les accompagner. Donc, il y avait un peu une histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'il faut attaquer? Parce qu'ils savaient, les grandes villes, c'est au maximum la moitié de la population. Et pourtant, il y a de la vie dans les villages, dans les coins reculés. Mais comment on fait pour y arriver s'il n'y a pas la fibre, s'il n'y a pas de connexion satellitaire, si les agences physiques même des banques peinent à arriver dans certains coins? Donc la fintech a résolu ce problème, en tout cas en grande partie, en permettant de bancariser une très grande partie d'Africains qui auparavant existaient complètement en marge des systèmes bancaires. Et on verra donc, avec toute cette bancarisation, les appétits s'aiguiser, les investissements pleuvoir sur le continent africain. Regardez par exemple là, chiffre 2021, 287 transactions de financement des fintech, des jeunes pousses dans la fintech. Donc près de 300 transactions individuelles pour un total de 2 milliards, donc 2000 millions, donc 2 milliards de dollars à peu près. Comparez ça, par exemple, à quelques années plus tôt, 2017, où il n'y avait que un peu moins de 200 transactions pour un total de 400 millions. Donc, vous pouvez voir qu'avec le temps, les financements ont accru non seulement en nombre d'opérations, de, de, de business, de transactions qui est arrivé à capter l'attention des investisseurs, mais aussi en volume moyen de transactions que les investisseurs étaient prêts à injecter dans cette aventure. Donc, on voit vraiment un réveil et de la population et des opérateurs et des investisseurs, et donc la révolution est bel et bien entamée. On parlera donc de Opay au Nigeria, Wave au Sénégal, Jumo en Afrique du Sud, etc., etc. Mais ici, vous pouvez voir, c'est très souvent les mêmes qui raflent la mise. Afrique du Sud, Sénégal, Nigeria, à la limite Kenya. Cherchez pas, vous faites pas mal aux yeux, les amis congolais. La RDC n'est nulle part ici. Ça, c'est le sujet d'une discussion dans laquelle on va se plonger aussi. On va trouver le temps pour ça ici sur Excel Business, Excel Africa BizTech, parce que voilà,
Encore faut-il qu'il y ait la stabilité nécessaire. Encore faut-il que notre économie soit attractive pour tous ces investisseurs. Moi, je ne suis pas un ultralibéral. En tout cas, politiquement, je ne me considère pas comme un ultralibéral. J'aurai le temps un jour d'expliquer ma philosophie politique quant à toutes ces injections et les bulles spéculatives que ces fonds peuvent créer parce que voilà, la valorisation boursière n'est pas égale au revenu, etc. Donc, j'ai ma philosophie là-dessus, je ne suis pas d'accord avec tout, mais ça témoigne quand même d'une certaine mouvance dans une direction. Les fonds pleuvent et quand ils sont bien utilisés, quand même je ne crois pas beaucoup à la théorie du ruissellement pour les économistes, mais je crois qu'il y a moyen, avec une bonne volonté et une bonne gouvernance, de faire à ce que euh, les fonds injectés arrivent jusqu'aux couches de population les plus basses. Mais ça, c'est une discussion sur laquelle on aura le temps de revenir. Et donc, avec tous ces investissements, c'est des usages, c'est des industries qui sont attaquées, c'est les paiements, c'est les investissements, c'est les infrastructures, c'est les crypto-monnaies, notamment avec la blockchain, dont il sera aussi question dans un numéro tout proche, c'est l'immobilier, etc., etc. Alors, mais on se demande, il y a lieu de se demander aussi, les amis, quelle est la menace réelle que toutes ces fintechs représentent pour le secteur bancaire? D'abord, est-ce qu'elles sont vraiment perçues comme une menace? On vient de voir la partie opportunité. Ça n'est pas tout, mais on vient de voir une des plus grandes opportunités. Mais il y a aussi une partie menace. Ben, on peut aussi se pencher dessus pour essayer de regarder. Regardez, j'ai retrouvé ce papier récent d'ailleurs, c'était dans la semaine ici, dans cette semaine autour du 15 juin 2022, dans Jeune Afrique, FinTech, quand les startups chassent les cadres des télécoms. C'était un papier très intéressant parce qu'il illustrait comment la tendance est le vent est en train de tourner. Aujourd'hui, c'est des petites pépites, petites pousses, très souples, très liquides, qui vont se permettre de débaucher des cadres des grandes entreprises. Qui l'eût cru? D'ailleurs, ces grandes entreprises, pour la plupart d'entre elles, elles ne se revendiquent que sous le label de fintech. Voyez-vous, c'est vrai, elles amènent les grandes entreprises, c'est-à-dire les grands opérateurs téléphoniques et les grandes banques, elles ont pour elles des méthodes bien testées, bien avérées sur les marchés, une gouvernance mise à l'épreuve, mais les fintechs, c'est la possibilité de lancer des nouveaux produits innovants assez rapidement. Et donc, puisque voilà, elles ont l'arrogance de la richesse aujourd'hui, il faut bien le dire, pour la plupart de ces fintechs, dont certaines font l'entrée aujourd'hui dans ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire les entreprises valorisées à 1 milliard de dollars, avec tout ce que cela peut représenter comme potentiel d'investissement. Et c'est donc elles qui s'en vont carrément chasser les talents dans les grandes entreprises. Qui l'eût cru, chers amis? Comment la roue tourne, comment les choses évoluent. Mais quel est l'avenir, vous me demanderez aussi, des fintechs? Moi, je dirais, parce que voilà, l'avenir déjà de l'industrie totale, parce que les fintechs sont venus disrupter, pour parler en bon français, le marché, c'est-à-dire venir vraiment, voilà, elles se sont imposées, elles se sont invitées à la table et elles se sont fait respecter. Mais l'avenir de la banque, l'avenir des systèmes, des services banquiers ne peut pas être imaginé, conçu sans la fintech. La fintech est l'avenir de la banque. Et ce ne sont pas les grandes banques qui vont me contredire. Mais j'aimerais quand même ici, très vite, dès que j'ai dit que la fintech est l'avenir de la banque, signaler que, attention, il y a quand même des tendances assez inquiétantes en Afrique. Vous avez peut-être suivi récemment une vague de pays, Zimbabwe, euh, Ouganda, Cameroun, Tanzanie, Ghana et même la RDC, où il y a une recrudescence des taxes sur les services financiers. Alors, je veux bien que l'État cherche des voies et moyens pour renflouer les caisses et donc offrir le service public. Mais j'aime bien dire, je l'ai déjà dit ici et je le répète d'ailleurs en m'appuyant sur ce joli papier dans le Rest of the World au Zimbabwe, ce sont des taxes pour la plupart paresseuses. C'est-à-dire,
Les infrastructures sont là, elles ont été créées par les opérateurs privés et l'État vient juste faire de la cueillette et du ramassage au lieu d'aller vers des gros payeurs, des gens qui saignent nos pays à longueur de journée. Pourquoi ne pas plus taxer tous ces transferts illégaux de fonds que les grosses entreprises minières et autres sortent, les devises qui sortent de nos pays à longueur de journée? Non, par paresse, par mauvaise foi et surtout par manque de vision, on s'attaque souvent aux plus petits. Qui trinque, c'est les riches. Qui paye, c'est le petit. Parce que pour la plupart de ces utilisateurs de mobile money, ils n'ont pas d'autres moyens de faire circuler, de se faire payer, de faire circuler leurs fonds. Rappelez-vous, je vous disais il y a quelques minutes, la bancarisation, l'inclusion de toutes ces masses dans le système bancaire fut une très belle réussite. Et maintenant, on a comme l'impression que les États, en connivence avec les opérateurs dans la plupart des cas, sont décidés à tuer la poule aux œufs d'or, à briser ceux-là même qui font qu'ils soient grands, à savoir les populations, le peuple, le petit, les gagnes petits. Donc, mollo avec la taxation et les impôts, les taxes sur les services financiers, s'il vous plaît. On pouvait voir très récemment 0,5% en Ouganda, 2% au Zimbabwe, Tanzanie, Cameroun, 1,75% au Ghana, 0,20% au Cameroun. Et c'est comme ça, c'est une tendance, c'est une mouvance. D'ailleurs, en RDC, il y a eu aussi une polémique comme ça. On en a parlé ici. On en reparlera parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup notre, notre domaine, à savoir la transformation numérique. Voilà, ici, je vais vous montrer juste la polémique au Cameroun, taxe sur les transferts d'argent, polémique au Ghana. Et en RDC, il y avait le fameux registre des appareils mobiles. Si vous voulez, la taxe RAM. Mais c'était une affaire nébuleuse, c'était une affaire où déjà, voilà, c'était une affaire à n'en pas finir. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé, on en parlera dans d'autres contextes, ici même sur Excel Africa BizTech. Restez avec nous. Regardez les émissions dans les archives, elles sont toutes numérotées. On a parlé de souveraineté numérique, on a parlé aussi du prix d'Internet, de RAM dans des numéros passés. Il n'en sera pas question dans les détails aujourd'hui, mais c'est un exemple. Voilà un exemple de taxe paresseuse. Voilà, un exemple où voilà, c'est vraiment, on n'est pas loin du vol dans le porte-monnaie. C'est vraiment le casse du siècle. On dévalise les pauvres, alors qu'il y a bien d'autres qui peuvent contribuer et renflouer les caisses de l'État. Je ne parle même pas de la contrepartie. Le RAM réduit le taux de vol, protège la santé, anéantit l'utilisation des appareils contrefaits. Tu parles, Charles. Allez demander au Quinois, au Louchois, au Gomatracien ce que vous êtes en train de dire là. Si lui, il a vu un téléphone récupéré, combien de téléphones contrefaits ont été interdits d'entrer dans le territoire? Et est-ce qu'il n'y avait pas déjà une agence de contrôle de tout ce qui rentre dans le territoire, à savoir l'Office congolais de contrôle? Donc, bref, je ne vais pas commencer sur le RAM parce que sinon je risque d'être déraillé dans ce numéro parce que c'est un sujet qui est encore très, très vif dans mon pays, la RDC, et qui n'a pas fini de faire parler de lui d'ailleurs. Alors, chers amis, pour clore ce numéro, je vais vous laisser sur une petite pensée. Et ça, c'est mon parti pris congolais du jour. La souveraineté de l'État. On a parlé des banques, on a parlé des fintechs, et on peut voir que, en gros, les grands acteurs, il y a le gouvernement, il y a l'État, il y a le peuple qui est le consommateur, mais ceux qui mettent en musique tout ça, en grande partie, c'est d'une partie les opérateurs banquiers et de l'autre les opérateurs téléphoniques. Opérateurs téléphoniques, la liste est plus courte. Je commence donc par eux. Vodacom, RTL, Orange, Africell. C'est des milliards gagnés par ces opérateurs. Je pense que les chiffres de 2020 pour les revenus, Vodacom, c'était quelque chose comme 500 milliards pour l'année 2020. Donc, on est
pardon, je dis un peu n'importe quoi, 500 millions de dollars pour l'année 2020. Donc, on est en train de parler autour de un peu moins de 1,5 million de dollars de revenus chaque jour, chers amis. RTL, c'est pas beaucoup moins. Je pense que les chiffres officiels de 2020 étaient autour de 450, donc juste un peu moins de Vodacom. Donc, si Vodacom, c'est 1,4 million de dollars, millions, hein, pas milliards, millions de dollars chaque jour de revenus. RTL, c'est peut-être 1,2 million de dollars chaque jour ou 1,3. C'est parce que la différence, c'est vraiment genre, c'est assez petit. Ils sont vraiment au coude à coude, hein. Orange, un peu moins. Orange, je pense que pour l'année 2020, on tombait autour de 400 millions. C'est toujours plus d'1 million de dollars par jour, les amis. Je pense que le million de dollars, ça permet aux commandes mortelles de visualiser un peu le revenu. Et je ne rentre même pas dans la rentabilité de ces opérateurs. Africell, c'était beaucoup moins, c'est le plus petit. On tombait, je pense, à 180 millions pour l'année 2020. Tout ça pour dire, les amis, que c'est des opérateurs qui se font beaucoup d'argent. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils se font beaucoup d'argent et que donc l'État doit s'imposer. Regardez du côté des banques. Je pense que ça, c'est un papier récent que j'avais retrouvé pour vous. On est en train de parler d'environ 15 banques opérant en RDC aujourd'hui, 14-15 par là. Equity, FBN, CD, Stanbic, donc Standard Bank, Robank, EcoBank, TMB, Afriland, Access, etc., etc., etc. Je vous en ai parlé dans un précédent numéro. Je me souviens, c'était lorsque nous avons discuté de l'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. D'ailleurs, il y a un numéro qui arrive là-dessus, surtout avec la guerre et l'agression dont la RDC fait l'objet à l'Est du pays aujourd'hui. Il y a à revoir, mais alors très vite. Je dirais même pas revoir, je dirais sortir très vite, mais en tout cas poser des conditions très claires de pourquoi et comment on devrait rester dans toutes ces alliances, dans toutes ces zones de libre-échange, dans toutes ces associations qui ne nous servent pas à grand-chose. Surtout cette fameuse communauté des États de l'Est, elle a beau être la plus viable, la plus intégrée, la mieux intégrée du pays, elle ne nous aura aidé en... Bon, ça fait que 3 mois, c'est vrai, mais on va y revenir. Mais quand vous regardez ce qui se passe à l'est de mon pays, l'agression dont on fait l'objet aujourd'hui, posez-vous la question. Mais je vais vous faire un numéro détaillé, ça n'était pas le sujet du jour. Alors, quand j'ai parlé de ce sujet-là, je pense que c'était l'épisode de... Allez, je m'en mêle toujours les pinceaux. Regardez dans les archives, s'il vous plaît, c'est peut-être 19 ou 20, où j'ai parlé de l'intégration de la RDC dans la zone East African Community. Pourquoi? J'ai essayé de voir les tenants et les aboutissants, pourquoi ça faisait du sens, mais attention à quoi fallait faire attention pour ne pas se faire bouffer tout cru. Et là, il me semble que toutes mes craintes sont en train de se réaliser. On est en train de se faire bouffer tout cru. Mais ça, on va y revenir. Regardez les banques, les amis. La plupart de ces banques, et ça, c'est la nationalité du pays actionnaire, la nationalité de l'actionnaire principal. Kenya, Nigeria, États-Unis, Afrique du Sud, Congo. Mais c'est comme ça partout. Je pense sur 11, il faut chercher à la loupe. Il y en a 4, vous voyez, étrangères, 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 locales, considérées locales. Vous avez la Rawbank. Vous connaissez l'histoire de la banque, j'en ai déjà parlé. Je ferai un autre numéro dessus. On peut les considérer comme locaux. Je mettrai entre guillemets, mais il y a à boire et à manger, comme on dit chez moi, mais c'est une famille, c'est des étrangers qui sont dans mon pays depuis des générations, donc on peut valablement les considérer comme locaux. Ça, c'est une autre question. Regardez ici, il faut encore essayer de chercher, je pense qu'un peu plus bas, je pense que c'est, allez, banque considérée comme locale ici. Solidaire Bank, quoique l'actionnaire majoritaire soit portugais, ainsi que Sophie Bank, considérée comme locale, quoique l'actionnaire majoritaire soit britannique. Donc, à tout casser, on est en train de parler de 4 banques dont les capitaux originaux majoritaires appartiennent à des Congolais et le reste, c'est des étrangers.
pensons à la souveraineté de l'État. Quand est-ce qu'on va se mettre à exiger quoi que ce soit de tout ce monde lorsque déjà nous-mêmes, on n'est pas dedans? Déjà nous-mêmes, on n'a pas un contrepoids. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on appelle la colonisation? Mais on va y revenir. Alors, pour aujourd'hui, je voulais sur cette idée de souveraineté, de devoir de redevabilité. Quels sont les cahiers des charges qui sont imposés à tout ce monde lorsqu'il débarque chez nous? Les exigences de résultats, exigences d'investissement en infrastructure, en capital humain, en création d'incubateurs, en achat-acquisition des jeunes pousses. Et je ne parle pas juste que d'aller cannibaliser. Une jeune pousse a une petite idée, allez, on l'avale, on prend ses responsables, on leur donne un petit poste de manager ou de superviseur ici et là, fini la vision. À la limite, peut-être qu'on reprend le concept dans un contexte très dilué, parce que la plupart d'entre ces banques qui ont le pouvoir de faire ces choses, elles ne sont pas congolaises et elles sont souvent panafricaines, avec des décisions qui se prennent ailleurs. Donc, une idée inspirante qui aurait peut-être pris ses racines au Congo avec des besoins congolais, elle serait noyée dans un panafricanisme boueux là, et puis ce serait, bon voilà, un service panafricain, mais l'esprit congolais qui avait animé des visionnaires aura été complètement dilué. Pourquoi ne pas leur imposer un certain nombre d'investissements par an, que ce soit en quantité de transactions où ils vont injecter les fonds, ou et d'ailleurs en quantité de transactions, mais aussi en volume de transactions, pour qu'avec tout, tout ce que ces institutions, que ce soit des banques ou des opérateurs téléphoniques, récoltent en RDC pour certaines depuis plus de 20 ans, qu'elles soient enfin en mesure de contribuer. Et par contribuer, je ne dis pas déposer 2 bancs ici, donner 2 cahiers à des orphelins, très bien, bien leur en face, mais je parle d'investir dans le capital humain. Et surtout qu'on ne se laisse pas aller, que l'on ne se fasse pas peur, que l'on ne cède pas au chantage, chers amis, chers dirigeants en RDC. La RDC est un grand pays. Personne ne partira. À chaque fois qu'on essaye de revoir quelque chose en RDC, oh là là, on va faire fuir les investisseurs. Vous avez déjà entendu parler d'un investisseur qui a fui la RDC? Vous, vous avez entendu parler d'un investisseur qui a fui la RDC? 100 millions d'habitants, un marché de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire un marché qui, à lui tout seul, n'a besoin de personne. 100 millions de consommateurs, une population extrêmement jeune, dynamique, un énorme vivier inexploité de talents, de clients, d'acheteurs, de consommateurs. Quelle est cette industrie du futur qui ne serait pas viable en RDC? Citez-la moi. Est-ce que c'est les énergies renouvelables? Est-ce que c'est les batteries électriques? Est-ce que c'est la fabrication de téléphones mobiles? Est-ce que c'est les semi-conducteurs? Est-ce que c'est l'hydroélectricité? Quelle est l'énergie du futur qui ne serait pas viable en RDC? Dites-moi en commentaire, parlons-en. Regardez ce qui s'est passé avec la récente révision du code minier congolais. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les investisseurs vont partir. Vous avez entendu parler citez-moi une banque qui est partie. Lorsque l'État, voilà, on peut critiquer la manière, voilà, rien, tout n'est pas parfait. C'est un État qui vient de loin, on essaye, et nos dirigeants, quand bien même on leur tape dessus très souvent, mais parfois il faut applaudir quand ils font de bonnes choses et il faut reconnaître quand ils sont butés à des difficultés. Et nous tous, en tant qu'intellectuels, on pense notre époque, on pense notre pays, on y apporte notre pierre, qui son argent, qui son petit espace de réflexion pour éveiller les consciences, qui sa main-d'œuvre, etc. Regardez ce qui s'est passé. Regardez tout le chantage dont on a entendu parler. Moi, j'ai lu des papiers, la RDC va dans le mur, etc. Depuis qu'on a un tant soit peu, toujours pas assez, moi je trouve, mais un tant soit peu, révaloriser la part de l'État congolais dans les contrats miniers et dans tous les codes, le code minier. Les amis, je n'ai pas entendu parler d'une seule entreprise bancaire qui a fui la RDC disant que, oh là 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 là, ça devient impossible de faire les affaires là-bas. Ils sont tous là. Donc n'ayons pas peur, personne ne va partir. Nous sommes la RDC.
On n'est pas un petit pays à 10 millions d'habitants, on n'est pas un petit pays à une... non, on est la RDC. 100 millions d'habitants, qui va partir? Eh bien, s'il faut parfois renégocier des contrats signés auparavant, parce qu'on a été floué, parce qu'il y a eu voilà, corruption, il y a eu abus de faiblesse, appelons ça comme ça, parce que souvent, c'est des contrats, c'est un peu comme quand tu signes, voilà, tu viens chez moi et tu signes un contrat qui engage voilà, toutes mes épargnes, ma retraite, tout ce que j'ai fait pour ma famille. Au lieu de signer avec moi, tu vas signer avec, je prendrai l'équivalent de ma fillette de 10 ans, qui, elle a beau être brillante, mais bah, elle a 10 ans. Elle est immature, c'est un enfant. Tu lui fais miroiter un bonbon, une poupée, un petit iPad. Elle pense que waouh, c'est super. Mais attention, il faut venir négocier les contrats maintenant avec les adultes qui te diront attends, voici mes enjeux, voici mes besoins, voici mes objectifs. Donc, ce que tu fais là, ça n'est pas suffisant. S'il faut renégocier, on dira oh là là, on va aller au tribunal du commerce, on va. Écoutez, allons-y. Les pays qui se respectent, qui ont le muscle, ils font ça. À un moment, vous dites niet, stop. Vodacom, RTL, Orange, Africell, lorsque les licences ont été accordées, voilà tel était le cahier des charges. Aujourd'hui, la donne a changé, voilà vers... Personne n'ira nulle part. Moi, je vous dis, ils n'iront nulle part. Ils seront là. Personne ne fuit la RDC comme ça. C'est le Congo, 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo, dont les trois quarts sont même, personne n'a jamais mis les pieds, inexplorés, inexploités. Qui va partir? Qui vous a dit qu'ils vont partir? Donc, essayons de peser. Les autorités de mon pays qui m'entendent, regardons ça. La fintech, je parlais des montants astronomiques, mais qui va venir investir dans un pays où déjà, voilà, la fibre locale est ultra minoritaire? Voilà. On n'a pas d'industrie fintech, on n'a pas d'industrie de la technologie en RDC. Il y a des poches d'excellence par-ci par-là. D'ailleurs, beaucoup trop disparates. C'est un monsieur, c'est une dame, c'est un petit groupe qui crée un petit quelque chose. Mais à l'échelle régionale, à l'échelle continentale, on est un nain du numérique en RDC. On ne fait pas le poids avec le Kenya. On fait pas, je ne parle pas de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte. La RDC n'est nulle part. Mais cela doit déjà commencer par une souveraineté. Reprenons le dessus. Renégocions partout où on a été floué. Personne ne va partir, n'ayons pas peur. On est la RDC. Voilà ce que j'essayais de partager avec vous aujourd'hui, chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, abonnez-vous, partagez avec vos amis. Discutons-en, parlons-en. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Coup de cœur, coup de gueule. Dites-moi, c'est ainsi qu'on va. C'est du choc des idées, dit-on, que jaillira la lumière, chers amis, chers dirigeants. Vous tous qui êtes là, observateurs, neutres, peut-être que vous n'êtes pas congolais, vous êtes africain ou vous êtes d'ailleurs, mais vous vous intéressez quand même à ce qui s'y passe chez nous en Afrique. Tous ensemble, soutenez-moi, soutenez cette œuvre, fécondons nos idées, créons un bloc, un observatoire, comme je l'annonçais dans le numéro passé, un observatoire de la vie publique concernant les investissements, concernant les décisions prises pour la population dans le numérique. On va faire bouger les lignes, tous ensemble, et ainsi, on pourra éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Le vôtre, docteur Jean-Paul Mouka, je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Retrouvez-moi ici pour un très nouveau numéro, un nouveau numéro très bientôt. D'ailleurs, je vous l'annonce en avant-première, nous allons parler des crypto-monnaies. Nous allons parler fintech aujourd'hui. Dans le prochain numéro, je vous ai déjà plus ou moins préparé un numéro sur les cryptos. Nous allons toucher un peu à la Bitcoin et nous allons parler en fait de l'environnement des crypto-monnaies parce que c'est un enjeu énorme. Vous pensez que ça se passe très loin? Si vous avez suivi l'actualité, il y a maintenant des États tout entiers qui investissent dans le Bitcoin comme monnaie, comme en tout cas monnaie légale. C'est bien, c'est pas bien, c'est une opportunité, c'est un risque. Quid de la RDC, quid de l'Afrique, la République centrafricaine, on n'aime pas depuis le mois d'avril, si je ne me trompe, c'est assez récent, il y a un mois, 6 semaines maximum, peut-être 2 mois maximum, mais en tout cas, c'est très récent. C'est lancé dans la Bitcoin. OK, est-ce que c'est un pied de nez contre le colonisateur français et son franc CFA, etc., etc. On va en reparler ici même. Restez avec nous. Prenez soin de vous et des vôtres. Chap, chap.